Alexandre, on est à Rétromobile 2022, c'est du POA à l'ancienne. Voilà. C'est une petite vidéo volée, mais tu m'as dit, voilà, on va pas en faire 50, mais tu m'as dit, il y a un truc, moi, un sujet que je voudrais traiter cette année, c'est le vrai du faux. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par le vrai du faux? Le vrai du faux, c'est quelque chose qui m'a déjà interpellé il y a quelques années, c'est quand, tout le monde s'en souvient, Aston Martin a commencé à, par exemple, reconstruire des DB5 à partir de numéros de châssis qu'ils avaient entre guillemets en archive, mais sur des voitures qui n'existaient pas en fait. Bon. Et donc les constructeurs automobiles eux-mêmes se sont mis à dire tiens, finalement on pourrait reconstruire une petite soirée, une petite série de soirées. Je ne te demande pas ce que tu as fait hier. Soirées, voilà, mais une petite série de voitures, et donc je crois qu'Aston a dit on va faire 25 DB5 pour des collectionneurs, etc. Voilà. Donc là, c'est des vraies répliques. On s'est ouvert une porte qui avant était que celle des gens qui faisaient de la réplique, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu dans l'ombre et qui osaient faire des copies de Porsche 356 ou de Ferrari 250 GT ou de choses comme ça. Et petit à petit, on a fait avec la signature du constructeur, ce qui était un peu interdit et tabou avant. Et aujourd'hui, il y en a un peu partout. Alors, on l'a vu avec l'exemple des Bugatti. On va le voir avec différents exemples sur le salon. Et puis là, on va s'approcher d'une Jaguar Type E qui illustre aussi un autre pendant de cette tendance à faire mieux que l'origine. Parce que là, la voiture qu'on va filmer ici, c'est parfaitement une voiture d'origine, d'époque, avec un vrai numéro de châssis et tout ce qu'on veut. Mais on va voir que dans les détails de sa restauration, en fait, on va bien au-delà de ce que qu'était une tendance au début des années 60. On va aller la voir, on est à l'atelier des Coteaux, hein, c'est connu, hein, c'est une très grande marque de restauration de voitures. Voilà. En clair, si je te suis, elle est jamais sortie comme ça à l'époque. Non, alors je l'ai vue de loin parce qu'elle avait une couleur aussi qui est superbe. Le premier coup d'œil, je me suis dit tiens, c'est bon, la planche de bord gainée en cuir. Ça ne se faisait pas. C'est magnifique, mais chez Jaguar, ils avaient un vinyle noir qui était déjà craqué pratiquement en sortant d'usine à Coventry. Donc bon voilà, donc déjà c'est la première chose. Après, quand on regarde aussi la qualité de finition des cuirs, les piqûres, toute la plage arrière faite en cuir, etc. Bon, on est bien au-delà de ce qu'était une Type E de sortie d'usine. Après, c'est le plaisir d'avoir une très belle voiture. La personne qui achètera ou qui a acheté cette voiture a une Type E qui est somptueuse. Mais après, ça va un petit peu plus loin. Alors, si on regarde la grille de vitesse, on voit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut savoir bien sûr que les Type E, c'était des boîtes 4 vitesses. Alors, ça se fait beaucoup dans les Jaguars anciennes. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de conduire une Type E avec une boîte 5 vitesses. Ce qui est génial, hein, parce que finalement, le cinquième rapport va bien sur la voiture. Voilà. Donc, ça se voit que évidemment si on va regarder sous la voiture et qu'on va peut-être voir que la morphologie de la boîte de vitesse c'est pas celle d'origine, et là c'est de l'amélioration pour du confort d'utilisation, pour je dirais un utilisateur qui veut aller un peu au-delà de ce qu'était la voiture à l'époque. La boîte Jaguar était très dure, hein, par exemple. Celle-là doit être beaucoup plus souple à utiliser. Tu dis ça comme ça, mais les collectionneurs amateurs s'écharpent sur les forums. Il y a ceux qui disent qu'il faut être strictement. Il y a notamment les histoires quand il y avait encore des dynamos avant d'avoir un alternateur sur les vieilles voitures. Est-ce qu'on a le droit de mettre du nouveau? Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais les gens s'arrachent. Il y a des débats sans fin. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Toi, qu'est-ce que tu as comme retour de tes collectionneurs qui cherchent des voitures? Ils veulent des choses comme ça, très refaites, parce que ça coûte beaucoup plus cher quand même. Beaucoup plus cher, hein. C'est-à-dire que ce type de qualité de voiture et de restauration double pratiquement la cote de la voiture en excellent état, parce que en termes d'heures de travail et de finition et de matériaux, il y a eu beaucoup plus que sur déjà une très belle restauration. Moi, j'ai pas de demande aujourd'hui pour des voitures de ce niveau-là en termes de finition et de. C'est intéressant parce qu'elle est à vendre. Ils disent le prix à laquelle ils le vendent, je crois, ou ils vont pas. Ils disent pas le prix à laquelle ils la vendent ici. Non. Mais donc avoir une boîte 5 vitesses c'est bien, on peut pas vraiment le voir, mais vas-y, dis-moi. C'est expliqué sur la fiche technique. Elle a des étriers de frein beaucoup plus modernes avec 4 pistons au lieu d'avoir 2 pistons, donc elle va avoir évidemment un freinage qui va être plus endurant. Voilà. On nous dit qu'elle a une direction assistée, ce qui est fantastique, hein. Les Type E 6 cylindres n'ont pas eu de direction assistée, bon évidemment. Moi je trouve ça génial parce qu'en gros, c'est un peu ce qu'on avait fait avec la 2000 HF, de mettre des petites améliorations pour un usage quotidien. Je ne sais pas si c'est une direction assistée hydraulique ou électrique, parce que par exemple aujourd'hui ça se fait très bien on va dire rétrofit, même si c'est un peu le mot à la mode, mais
on met une assistance électrique sur la colonne de direction. Ça suffit. Il y a un spécialiste aux Pays-Bas qui fait ça maintenant et qui vous équipe une colonne de direction. Et là, c'est un peu comme une voiture moderne. Dès qu'on amorce le mouvement, il y a un petit capteur d'angle qui fait que tout de suite, on a une super assistance. Et que par contre, quand on est sur route avec la vitesse, on a très peu d'assistance. Ah ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai conduit une voiture équipée comme ça sur une Alpha. La voiture se conduit sur la route comme mon Alpha. Et par contre, c'est vrai qu'en manœuvre, en parking, on fait absolument ce qu'on veut en facilité avec 2 doigts. Donc, faut-il le faire ou pas le faire, c'est au goût de chacun. Ça dénature pas forcément la voiture. Mais c'est vrai qu'on peut poser la question du vrai du faux. Mais voilà, je reviens à ma question du vrai du faux. C'est à l'origine une vraie Type E, ça c'est sûr, mais elle est fausse dans l'idée qu'elle est présentée ici comme une voiture d'un luxe absolu que n'était pas la Type E. Il faut se souvenir que la Type E et Jaguar, c'était, on va dire, un positionnement moyen supérieur. C'était certes une très belle voiture à l'époque, mais bon, c'était pas Aston Martin ou Rolls-Royce en termes de qualité, de finition, de détail. Alors que là, par contre, on s'approche d'une qualité de finition. Ouais. Non mais on voit, les petits basculeurs étaient jamais bien alignés, ils étaient toujours un petit peu de travers. La platine en aluminium guilloché, elle gondolait. Voilà, voilà, ça pouvait pas être aussi parfait. Là, on a l'impression, je vais caricaturer en disant que c'est une Type E qui a été construite par Mercedes dans les années 60. Elle est comme une pagode SL, quoi. Non mais c'est vrai. Mais c'est presque gênant parce que moi je me dis on va pas oser les utiliser. Alors oui. Il y a presque ce côté. Alors là, il y a 2 questions qui sont effectivement l'utilisation et la valorisation future. Parce que ça vaut combien une Type E d'origine? Une voiture qui doit valoir 200 000 € aujourd'hui. Celle-là, oui. Ouais, voilà. Mais du double prix, c'est-à-dire par rapport. Double prix, voilà. J'ai acheté la même en très bon état, bien restaurée il y a quelques années. Alors là, après, c'est comme une voiture neuve, c'est-à-dire que dès qu'on l'use, elle va perdre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, celui qui achète cette voiture qui sort de restauration, il fait un beau chèque, il part avec une voiture qui est à neuf jusqu'au dernier boulon, ça c'est sûr. Dans quelques années, s'il s'en sert et qu'il la revend parce qu'il veut autre chose, qu'est-ce qu'il va revendre? Il va revendre une Type E qui sera toujours très belle, mais qui se sera un peu usée partout. Il faudra refaire lustrer les pare-chocs. Il y aura peut-être des défauts qui vont apparaître dans les cuirs ou dans d'autres choses, etc. Donc la voiture, comme une voiture neuve, qui est plus chère qu'une Type E normale, aura perdu un peu de valeur naturellement. C'est-à-dire que c'est toujours forcément plus difficile quand on achète ce type d'auto restauré à bloc et au-delà des spécifications d'origine, de se dire que le jour où on la revend, on la revendra le même prix, alors que souvent, aujourd'hui sur des voitures des années 60, on achète un prix X et on revend X quelques années après, voire un peu plus si le marché a progressé. Donc sur des réflexions comme ça, très 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 haut de gamme, il y a cette problématique de plus on l'use, plus on la fatigue, plus on la dévalorise. Ouais. C'est un peu dans un cercle. Alors que si j'en achète une d'origine bien restaurée, etc., voilà. celle-là. Je peux lui ajouter 20 000 km et en prendre soin, et dans 5 ans, elle sera toujours aussi belle, elle n'aura pas perdu de valeur, logiquement. Alors que celle-là risque. On est bien d'accord que même si le phénomène a changé parce qu'il est en train de rentrer dans les normes, ça reste des toutes petites séries. Enfin, c'est pas le gros du marché aujourd'hui parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et il faut beaucoup de temps pour faire une voiture comme ça. C'est-à-dire que bon, ça on le voit aujourd'hui dans toutes sortes de reportages à la télé, mais je veux dire en termes de temps de travail, d'heures de travail, je veux dire, ça c'est pas des restaurations à 500 heures, hein, c'est des restaurations plutôt à 1200, 1500 heures ou plus. Plus la voiture de départ. Pas, je sais pas comment elle était au départ ici. Oui, la donneuse quoi. Et alors l'autre aspect intéressant de ces choses-là, c'est que souvent c'est aussi fait sur commande. C'est-à-dire que quand on regarde dans le détail, je ne sais pas le dire aujourd'hui, mais je ne pense pas que la voiture ait pu sortir d'usine avec ces couleurs-là qui sont été demandées, très chic, qui sont très choisies sur des nuanciers, etc. Mais on a souvent des teintes, bien sûr, carrosserie qui sont conformes à l'origine, mais après, on se fait un peu de fantaisie sur le choix des cuirs, sur le choix des couvre-capotes, etc. Et on va un petit peu aussi au-delà de ce qu'était la voiture sortie de chaîne à l'époque. Voilà. Mais bon, c'est sympa, ça fait rêver, c'est là pour ça aussi. Alors dans le même ordre d'idée, tu m'as dit je veux t'emmener chez Lamborghini. Allez, on va chez parce qu'il y a un truc exposé qui te plaît. Allons-y. Moi je m'étais dit mais c'est une maquette qu'ils ont mis de Countach chez Lamborghini. Tu me dis attention. De quoi s'agit-il? On va aller voir le prototype de la Lamborghini Countach, donc 1971. Je pense que c'est une voiture
qu'on a tous mis dans nos chambres d'adolescents. Mais alors, cette voiture n'existait plus, en fait, celle qu'on a là sous nos yeux. Le prototype, tu veux dire, la maquette. Alors attends, je vais te la montrer, moi, viens à côté de moi, voilà. Ouais. Donc, 1971, Lamborghini fait construire par Bertone, c'est le coup de crayon de Marcello Gandini, cette nouvelle voiture qui est exposée au Salon de Genève. Elle arrive par la route au Salon de Genève. Ce concept-là, cette voiture. avec le vrai moteur et tout. Attends, vas-y. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'argent pour payer un camion. Hein. Ouais. Donc c'est le pilote d'essai de Lamborghini qui l'amène par la route et il l'amène sur le stand et elle est lavée et elle est présentée au Salon de Genève. Et on dit voilà, c'est ça qui va remplacer la Miura. Bon, avec un moteur V12, 5 litres, etc. Ils ne savaient pas s'ils allaient la construire. Il fallait qu'ils prennent des commandes et des acomptes pour développer la voiture. C'était même pas pour la construire, c'est pour la développer. C'était un proto fait à la main. Il fallait 3 mois à l'époque pour faire une voiture comme ça. Il fallait 3 mois. Hein. Retenez bien ce chiffre-là. On peut le lire dans les témoignages de Gandini et des gens qui ont travaillé dessus. Et la voiture a du succès. Il commence à prendre des commandes et des acomptes. Et il dit bah maintenant on retourne à Sant'Agata Bolognaise et puis il faut la faire en vrai là. Ouais. Mais il n'y avait rien. Il y avait un châssis avec des caissons soudés au TIG et puis un moteur de Miura qui avait été réextrapolé à 5 litres pour faire plus de puissance. Valentino Balboni, qui était le chef essayeur de Lamborghini, part en mission avec la voiture. Il dit on va descendre jusqu'en Sicile, on va la faire rouler, etc. Ils font 200 km, ils cassent le moteur et elle remonte à l'usine. Bon. Et ils repartent de zéro. Ils font un châssis tubulaire. Ils gardent le moteur de 4 litres qui marchait bien, qui était celui de l'Espada, de la Jarama ou de la Miura. Et puis 4 ans après, ils lancent les premières Countach. Donc il a fallu 4 ans pour la développer. Bon. Cette voiture a servi à quoi? Tu veux dire ça, hein? Celle-là, la jaune du salon de Genève 71, a servi au crash test d'homologation de la Countach. C'est-à-dire qu'elle a été tirée par un laboratoire en Angleterre contre un mur à 30 km/h pour faire un certificat et dire this car is safe. C'était 30 à l'heure à l'époque, voilà. Et donc on a des images d'archives de l'époque. Tu me les enverras. Ce qui est très intéressant, c'est que la voiture qui a été tirée, vous avez suivi mon histoire, était un prototype fait à la main qui n'avait pas un châssis tubulaire et qui n'avait rien à voir avec une Countach, mais qui avait été rééquipé d'un moteur 4 litres pour continuer à faire le développement de la voiture. Bon, donc ils avaient réussi, avec sans doute toute l'habileté italienne, à faire tirer par les Anglais une voiture qui n'avait rien à voir avec la voiture qu'ils allaient vendre aux clients. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Là on est l'année dernière, on est en 2020, Lamborghini commence à réfléchir, il va y avoir l'anniversaire de la Countach, 2021. Donc ils ont un collectionneur suisse de Lamborghini qui dit moi je veux refaire la Countach de 71. Et donc avec Polo Storico Lamborghini qui expose ici ces deux voitures, ils se mettent en tête de donc reconstruire une voiture qui n'existe plus, dont il reste que des archives. Alors il reste des plans, il reste des tracés, il reste des choses. Il faut savoir qu'à l'époque, ils travaillaient bien sûr les voitures sur des maquettes en bois ou en clé, et après ils avaient des grands plans à l'échelle 1. Sur les murs, Lamborghini a gardé, Bertone a gardé dans ses archives beaucoup de ces choses-là. Donc ils ont recréé une voiture qui n'a pas les côtes, hein. Elle est plus grande, elle est plus large, elle ressemble beaucoup à la Countach de Chery, mais il y a beaucoup de différences même de dimension, elle est plus plate. Et ils ont refait ça évidemment à partir d'une mécanique Lamborghini, de suspension Lamborghini, etc. Voilà. Donc là, on est à nouveau dans une fosse avec la bénédiction du constructeur, puisque c'est Lamborghini qui a construit la voiture avec les artisans de la région. Et puis pour la commande d'un Et donc c'est au collectionneur ou c'est à la marque maintenant? C'est au collectionneur en fait. D'accord. Alors on nous dit qu'il y a eu l'équivalent, je crois, de 1500 heures de travail. Mais elle est tournante quand même. Elle est fonctionnelle, il y a des petites vidéos sur YouTube, on la voit rouler. Bon alors elle n'a pas le tableau de bord fonctionnel, mais la voiture d'époque n'avait pas de tableau de bord fonctionnel puisque c'était une voiture de salon dynamique mais pas terminée. Je dirais une chose, c'est qu'on est content de la voir parce que moi je l'avais vue dans des livres, hein, comme tout le monde. Je savais qu'elle avait des différences avec la Countach de série. Et là, effectivement, on la voit dans toute sa pureté. C'était les photos presse de l'époque. Il y avait des mannequins avec des robes en soie violette énormes. On les a tous vus dans des bouquins. Voilà. C'est assez génial de pouvoir la voir
ça m'empêche pas de dormir que ça soit une fausse. Je dirais, voilà, c'est une belle histoire. Merci Alexandre. On va filer chez Bugatti, je dois juste faire un saut parce que j'ai rendez-vous avec Guillaume Fievé qui est directeur de la compagnie du Midi de chez Nénette. Ouais. Et figure-toi que j'ai dit la fameuse Nénette sur un essai de Renault 17. Voilà. J'ai dit que je trouvais que les Nénettes marquaient maintenant qu'il y avait trop de Nénettol. Et il m'a expliqué pourquoi que c'était pas. Voilà, c'est un peu une bêtise parce que ça dépend, elles sont toutes faites à la main. Enfin, il va nous l'expliquer, je lui ai promis qu'il va venir donner sa réponse. Allez, on va le voir. On le retrouvera tout à l'heure. Voilà. Donc nous arrivons et nous allons retrouver Guillaume Piévet. Bonjour Guillaume, vous allez bien? Bon, Guillaume, que n'ai-je dit? Que n'ai-je dit sur cette vidéo de la R17? Qu'il y avait trop de Nénétol. Vous êtes le patron de la compagnie du Midi, le président. Oui, tout à fait. Et vous m'avez appelé. Alors expliquez-moi en me disant, mais non, mais je vais vous expliquer la nénette. Alors, effectivement, ce que je voulais expliquer, c'est que la nénette, c'est un produit qui a été créé en 1947. La compagnie du Midi l'a reprise en 2013. La méthode de fabrication de la nénette n'a pas changé. C'est-à-dire que depuis 1947. Voilà, chaque nénette est fabriquée une par une, de manière artisanale. Donc il y a principalement il y a trois étapes. Il y a une première étape sur un métier à tisser qui date de l'époque. Ça se trouve à Nice, hein, ça se trouve à Nice, à Carrosse, dans les Alpes-Maritimes. C'est des petites mains qui les font et voilà, qui ont vu la vidéo. Voilà, il y a vraiment des métiers à tisser. C'est fascinant de voir les métiers à tisser fonctionner. Donc voilà, c'est un métier qui va permettre avec les fils de coton de fabriquer la frange. Ouais. Ensuite, il y a une étape de couture, et ça c'est vraiment fait manuellement, nénette par les couturières de notre site de carrosse. Et ensuite, il y a l'imprégnation, qui est le sujet que vous voulez évoquer. Moi, vous en mettez trop, ça. Voilà. Et on m'a dit, mais c'est normal parce que elles sont faites, on imprègne à la main. En fait, chaque nénette est imprégnée à la main, et donc il peut arriver que certaines nénettes, on les imprègne un peu trop, par exemple, parce que c'est fait à la main. Il n'y a pas de, voilà, il y a une méthode qui a été mise en place. Mais voilà, c'est que du nénétol. Voilà, non, mais en plus, c'est ce que les gens. Exactement, c'est le fameux nénétol. La trace, c'est que du produit, ça s'essuie. Voilà. Exactement, c'est du nénétol. Alors là, on est sur le salon et alors, je suis allé sur le stand. Tu utilises. Oui, mais elle capte capte la poussière. Elle capte la poussière, elle fait briller les voitures. Là, je sors du stand du 2 chevaux Méhari Club de Cassis. Donc ils ont préparé tout leur stand avec la nénette, voilà. Et donc ils vont pouvoir la récupérer, la nettoyer, parce qu'il suffit d'enlever le défaire, et après de la nettoyer. Ils peuvent même la réimprégner tout seul avec le nénétol, puisqu'on vend aussi les recharges de nénétol. Bon. Voilà. Et comme j'ai dit que c'est la France éternelle, parce que tu es d'accord avec moi. Bah ça, on connaît ça depuis. Voilà. Ouais. Donc voilà, je voulais vous redonner la parole. Je suis content de l'avoir fait. On aime la nénette. Très bien. Merci Guillaume. Merci beaucoup Renaud. On va aller voir les Bugatti maintenant. Ouais. C'est ça. Au revoir Guillaume. Au revoir. Si je te suis, on arrive chez Pur Sang. Je crois que c'est là-bas. Oui. Donc on disait un Argentin très connu qui fabrique des Bugatti, mais qui fait des répliques mais assumées. Voilà. C'est ça? Exactement. Et ça c'est bien vu dans le monde de la collection ou... Écoute, ça doit être bien vu parce que c'est les seules répliques de Bugatti qui ont le droit de faire des courses historiques et qui sont inscrites comme des Bugatti. C'est vachement important. Donc là on est devant quoi alors? Voilà. Donc on est chez eux. On est devant une superbe Bugatti Grand Prix en fait qui a été recréée de A jusqu'à Z, fabriquée sans éléments Bugatti d'origine en fait. D'accord. Oui, il y a une petite nuance. Parfois, on dit reconstruit quand il y a des pièces et réplique. Il y a aussi des recréations. Les recréations, c'est des voitures qui sont faites à partir de plusieurs éléments historiques. D'accord. Ça peut être un moteur, ça peut être un châssis, ça peut être quelques éléments importants. La voiture a été détruite, mais on a gardé des pièces qu'on a rassemblées et on va reconstruire ce qui n'existe plus. C'est de la restauration très 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 lourde. Ça c'est la recréation. Et puis la réplique assumée. Donc là c'est de la réplique assumée. C'est de la voiture qui est faite, mais alors souvent la réplique dans les années 80 c'était une carrosserie en polyester avec un moteur Toyota de grande série et puis on mettait un logo Ferrari. Du Glubi-Boulga, voilà. C'est un réplique de Ferrari 250. Non, là c'est de la voiture qui est construite exactement comme serait construite une Bugatti si on avait continué de les construire, un peu comme les Morgan qui ont gardé leur châssis en bois, etc. Et ils respectent toutes les codes d'origine d'époque, la façon dont c'était construit. Tu me disais ça va très loin. Oui, donc les roues sont faites exactement pareil, les panneaux de carrosserie sont faits à la main, tout est fait à la main là-dessus. Je veux dire, c'est de l'usinage vraiment artisanal.
Et c'est des voitures qui sont tellement belles, ça fait une vingtaine d'années qu'ils en font pur sang en Argentine, qu'elles ont le droit d'être inscrites dans des courses historiques où elles peuvent courir à côté par exemple d'authentiques Bugatti. Mais alors ce qu'il faut voir, c'est que le nombre de voitures aujourd'hui d'époque disponibles est très rare, c'est une quinzaine. Ouais. C'est-à-dire les Bugatti Grand Prix comme ça. Tu veux dire d'origine, pure, de survivantes sur une centaine de produites, parce que les voitures faisaient des courses, étaient détruites. Les voitures qui survivaient étaient souvent modifiées les années d'après pour être remises dans le coup, remises à niveau. Et donc très rarement, elles survivaient à travers les époques sans être finies en pièces dans des cartons, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de survivantes aussi. Et c'est pour ça que si on veut s'en offrir une, au-delà d'avoir le budget, en acheter une, c'est introuvable. Ça ne se trouve pas en petite annonce, quoi. Ouais. Donc voilà, donc puisqu'on ne peut pas l'acheter, on peut s'en faire reconstruire une à l'identique. Voilà, c'est un petit peu le bluff de ces voitures. Un petit ticket d'entrée, c'est quand même... C'est des voitures à plus de 200, 300 000 euros minimum. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'en revendent de temps en temps dans les ventes aux enchères. On en voit passer chaque année des pur sang comme celle-là. Et en général, elles se vendent au moins 200, 300 000 euros. Je ne sais pas combien les factures... C'est des répliques assumées. Les factures neuves à leurs clients, parce que c'est vraiment des productions très unitaires et à la carte et à la demande. Mais voilà, oui, c'est complètement assumé. Mais ils sont les seuls à avoir cette légitimité-là. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise aujourd'hui au monde qui peut dire nous, on peut vous construire une Bugatti comme à l'époque, en étant au plus proche du cahier des charges d'origine de la voiture. Merci Alexandre.